La question de savoir si notre nature est prédisposée au conflit peut sembler évidente à première vue. Cependant, la véritable cause du comportement humain, en particulier des attitudes violentes et agressives, ne réside pas dans les traits individuels ou dans un caractère immuable, mais plutôt dans l'environnement dans lequel nous vivons au quotidien. Grâce à l'expérience de la grotte des voleurs, l'une des études les plus éclairantes sur la nature des conflits, menée par Muzaffer Sherif en 1954, la psychologie sociale nous apporte une réponse intrigante et troublante. Cette étude, menée dans un camp d'été, portait sur 22 garçons de 11 ans qui partageaient les caractéristiques suivantes. Ils étaient tous blancs, protestants, émotionnellement stables, avaient de bonnes notes et, surtout, n'avaient jamais eu de relation amoureuse auparavant. Bien que le cadre semblait paisible et inoffensif à première vue, il s'est avéré être le contexte idéal pour observer l'émergence de conflits entre factions. Répartis en deux groupes qui ne se connaissaient pas, chacun s'est plongé dans des activités favorisant le développement d'une identité commune. En plus de nager et de jouer au baseball, ils ont également exploré des sentiers et donné des noms à leurs équipes, telles que les Eagles et les Rattlesnakes. Afin de renforcer leur sentiment de fierté et d'appartenance à leur groupe, les garçons ont fabriqué des drapeaux et personnalisé leurs vêtements. Ils ont noué des amitiés, établi leurs propres règles et commencé à mettre en place une hiérarchie au sein de leur microculture. Ce simple camp d'été s'est rapidement transformé en une expérience comportementale. Lorsque les deux groupes ont découvert l'existence l'un de l'autre de manière planifiée et qu'un tournoi a été annoncé, la compétition est passée d'un divertissement inoffensif à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les chasses au trésor, le baseball et le tir à la corde se sont transformés en champs de bataille où, en quelques jours, les provocations et l'hostilité se sont multipliées. Les actes agressifs ont commencé par des gestes mineurs, mais ont rapidement dégénéré en altercations, invasion de cabanes et destruction de biens. Ce comportement était motivé par la dichotomie simple entre « nous » et « eux », et non par des préoccupations idéologiques ou personnelles. Ce qui semblait au départ être un jeu d'enfant s'est transformé en une bataille symbolique pour la domination, et dans ce conflit, la moralité est devenue floue. Les enfants croyaient que la protection de leur groupe était motivée par la loyauté plutôt que par la moralité. Cette expérience montre que, malgré tous nos efforts pour penser que notre caractère détermine nos opinions, la réalité est que nos attitudes sont fortement influencées par l'environnement dans lequel nous vivons. Dans les situations où nous devons défendre l'organisation à laquelle nous appartenons, la loyauté peut prendre le pas sur l'éthique et la morale, et dans ce cas, les comportements qui semblent cruels ou illogiques à première vue ne sont que le reflet des pressions de notre environnement. La frontière entre compassion et cruauté peut être très mince, selon le camp que nous décidons de soutenir. Comme le démontre l'expérience de Sherif, les divisions humaines sont souvent basées sur le contexte qui crée les conditions propices à ces divisions plutôt que sur nos caractéristiques individuelles. Le fait que nous puissions tous vivre cette situation est beaucoup plus troublant. Muzaffer Sherif a été confronté à un nouveau défi après le premier succès de l'expérience dans la création de conflits. Comment réparer les différences entre les groupes désormais profondément divisés? C'était une tâche énorme. Sherif était déterminé à réparer les dégâts causés par la rivalité, même si la brutalité et l'animosité des garçons avaient augmenté. Il pensait qu'en réunissant les deux groupes pendant les repas, les tensions pourraient être réduites. C'était sa première tentative, la plus simple. Cependant, ce qui aurait dû être un lieu de paix est devenu un champ de bataille. Les plateaux repas se sont transformés en projectiles et la salle à manger était constamment le théâtre de provocations. Les séances de cinéma, qui visaient à créer une atmosphère plus neutre, ont été un échec total. La souffrance était palpable. Au lieu d'une réconciliation, une attitude de méfiance et de vigilance croissante s'est développée.
Mais Shérif savait que la simple interaction ait été insuffisante. Sa tactique audacieuse à ce moment-là consistait à créer un ennemi commun. Les deux parties ont dû collaborer pour résoudre le problème après que l'approvisionnement en eau du camp ait été coupé. Les garçons ont commencé à travailler ensemble à contre-cœur. Côte à côte, ils ont transpiré, poussé des rochers et creusé. Les garçons ont dû travailler ensemble pour réparer le camion de nourriture lorsqu'il est tombé en panne, ce qui représentait un obstacle encore plus difficile à surmonter. Et quelque chose de surprenant s'est produit pendant cette période de besoin mutuel. Lorsque le moteur a finalement démarré, ce n'est pas un cri de rage qui s'est élevé, mais un cri de triomphe collectif. Après seulement quelques semaines de tests, l'expérience a révélé quelque chose de très troublant. La moralité humaine est faible. L'éthique peut être compromise et la gentillesse peut être pervertie lorsque le besoin d'appartenance prend le dessus. Les convictions personnelles peuvent être modifiées par le besoin intense de s'intégrer et les idéaux autrefois considérés comme immuables peuvent devenir malléables sous la pression du groupe. L'effet révélé par l'expérience de Shérif n'est pas propre au contexte du camp. Il existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous devez également choisir votre camp. Vous soutenez les personnes avec lesquelles vous vous identifiez. Vous avez le sentiment que vos décisions sont sous votre contrôle, contrairement aux hommes participant à l'expérience. Mais que se passerait-il si votre moralité n'était pas aussi immuable que vous le croyez? Les recherches en psychologie sociale montrent de manière dérangeante que l'éthique n'est pas un guide dans une communauté. Bien au contraire, c'est le premier principe fondamental à réévaluer et à négocier. Notre sentiment d'appartenance et d'alignement sur le groupe peut être si fort qu'il peut fausser notre perception de ce qui est juste. Des principes qui semblaient incontestables peuvent être abandonnés et l'envie d'être accepté l'emporte sur la raison. Notre évolution se reflète directement dans la nécessité de l'intégration. Pendant des millénaires, vivre en marge du groupe signifiait la mort. La sélection naturelle a favorisé les individus qui suivaient les règles du groupe, coopéraient et s'adaptaient. Par conséquent, votre première réaction n'est pas de remettre en question ce qui est moralement correct lorsque vous entrez dans un nouvel environnement, qu'il s'agisse d'un lieu de travail, d'un groupe d'amis ou d'une communauté en ligne. Même si ce n'est pas intentionnel, la première question porte sur les croyances, le consensus et la désapprobation du groupe. Vous commencez alors à modifier vos choix et vos actions sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas une décision intentionnelle de s'adapter. Cela découle d'une exigence biologique. Comme votre cerveau a été façonné par des milliers d'années de contacts sociaux, il s'adapte immédiatement aux normes du groupe afin de garantir votre acceptabilité. Bien qu'invisible, ce processus est puissant et continue d'influencer nos choix aujourd'hui. Au départ, les petits ajustements sociaux peuvent sembler anodins. Rire de quelque chose qui vous irrite, éviter un sujet délicat ou utiliser l'expression à la mode. Ce sont de petits changements que nous faisons pour nous intégrer, et ce qui est étrange, c'est que, à notre insu, ces changements commencent à façonner qui nous sommes dans ce contexte particulier. Comme tout le monde fait de même, vous commencez progressivement à défendre des croyances que vous n'avez jamais remises en question. C'est l'érosion lente de la moralité causée par l'appartenance. Au lieu d'une attaque directe, il s'agit d'une détérioration lente, presque indétectable. D'abord apparente comme ferme et immuable, la moralité commence à changer pour se conformer aux nouvelles normes du groupe. En réalité, vous vous adaptez simplement à la norme, mais vous continuez à penser que vous agissez conformément à vos propres convictions et que vos décisions sont indépendantes et logiques. Vous devenez profondément humain plutôt que faible, et c'est précisément là que réside le risque. Le problème est que même les individus les plus moraux peuvent se retrouver à soutenir des actions qu'ils dénonçaient auparavant si leur boussole morale est facilement influencée par le besoin d'approbation. La raison pour laquelle elles ont changé de groupe et ne souhaitent pas s'isoler n'est pas parce qu'elles ont modifié leurs valeurs.
À ce stade, vous commencez à réévaluer vos convictions en fonction de l'acceptation, de la commodité et même de la survie émotionnelle plutôt que d'idéaux universels. Vous n'en êtes pas conscient. Le groupe n'a pas besoin de vous exprimer directement ses opinions. Il vous enseigne simplement ce qu'il convient de penser. Les gestes, les rires, les silences et les omissions en sont autant de vecteurs. Le message non-verbal est évident lorsque quelqu'un fait une blague discriminatoire et que tout le monde autour rit. C'est acceptable. Le désaccord a un prix, et cela est tout aussi évident lorsque quelqu'un est réprimandé pour avoir contesté l'opinion majoritaire. L'influence du groupe sur votre morale est progressive mais significative. Votre sens moral commence à passer de ce qui était juste et équitable à ce qui est socialement acceptable dans le groupe, sans même que vous vous en rendiez compte. Imaginez ce qui se passerait si vous vous trouviez dans une bulle idéologique où tout le monde avait les mêmes opinions et où toute divergence d'opinion était considérée comme une trahison. Vous commencez à percevoir le monde du point de vue du groupe, et tout ce qui était auparavant difficile devient une partie intégrante du groupe. Le plus dangereux est que vous croyez que eux ont tort et que nous détenons la vérité. Lorsque la violence, qu'elle soit réelle ou symbolique, est dirigée contre l'autre ou contre des personnes qui ne font pas partie du groupe, elle devient acceptable, ce qui permet à ce sentiment d'élévation morale d'excuser même les comportements les plus graves. De plus, vous n'en êtes peut-être même pas conscient, mais vous changez si le groupe change. Vous finissez alors par être convaincu que vous avez toujours pensé ainsi. La question de la moralité se transforme alors en une question de loyauté, non pas de bien et de mal, mais de savoir qui est de votre côté. À ce stade, vous commencez à perdre votre identité. Rejoindre une organisation avec une mission ou une idéologie forte vous fait perdre votre identité. Le processus par lequel l'identité individuelle est assimilée à l'identité communautaire est connu en psychologie sociale sous le nom de désindividualisation. Elle tourne désormais autour de ce que le groupe attend de vous plutôt que de qui vous êtes. Et tout cela est modifié. L'expérience de la prison de Stanford menée par Philip Zimbardo en 1971 a clairement démontré à quel point des personnes équilibrées et en bonne santé peuvent se transformer en agresseurs ou en victimes en quelques jours simplement en adoptant des rôles sociaux au sein d'un système fermé. Cette étude montre à quel point la force d'un groupe peut facilement dominer l'identité d'un individu et à quel point nous sommes susceptibles de perdre notre véritable identité lorsque nous sommes confrontés à la pression du groupe. L'expérience de la prison de Stanford menée par Philip Zimbardo a révélé un phénomène troublant. Des individus normaux, jeunes et équilibrés peuvent rapidement devenir des victimes ou des agresseurs, selon le rôle qu'ils jouent au sein d'une institution fermée. Les prisonniers ont commencé à être humiliés par les gardiens. Qu'est-ce qui est le plus troublant? Ces humiliations ont été acceptées par les captifs comme un aspect normal de leur nouvelle identité. Aucun d'entre eux n'a été contraint. Ils ont simplement joué les rôles que le groupe leur imposait. Le groupe se transforme en quelque sorte en scénario. Vous endossez le rôle, les gestes, les mots. Pensez en termes de catégorie du groupe, réagir comme un organe d'un corps plus grand et plus effrayant encore, pensez que vous êtes vous-même en sont autant d'exemples. Cependant, vous ne l'êtes pas en réalité. Le groupe modifie votre conscience en plus de vos attitudes. Cette approche est pernicieuse et l'externalisation de la responsabilité en est la conséquence la plus néfaste. Même si vous ne vous sentez pas mal à l'aise, vous agissez, car les actions de tous ceux qui vous entourent étaient identiques. Car telle était la croyance du groupe. Ce processus se reflète dans des situations telles que les sectes religieuses, où des crimes ont été commis au nom d'une croyance commune, ou dans les armées qui ont perpétré des génocides. Aujourd'hui, cette dynamique prend une nouvelle forme grâce aux réseaux sociaux. Division idéologique, lynchage virtuel et ruine instantanée des réputations.
En tant que membre du groupe, ceux qui cliquent sur le bouton, écrivent le commentaire blessant ou jettent la pierre ne se sentent pas mal à l'aise. Ils ne sont désormais qu'un visage parmi tant d'autres, ils ne sont plus uniques. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé dans les expériences de la grotte des voleurs et de la prison de Stanford qui est le plus troublant. Dans notre vie quotidienne, c'est ce qui continue de se produire en dehors de ces expériences. Les réseaux sociaux, créés pour perpétuer ces bulles de croyances, en sont un exemple. Vous commencez à entrer en contact avec des personnes qui partagent entre vos idées, donnant l'impression que tout le monde est d'accord avec vous. Même lorsque quelqu'un exprime poliment son désaccord, celui-ci est perçu comme offensant et dangereux, et ce danger doit être éliminé. La réaction collective se traduit par un lynchage moral, des moqueries et du mépris. Même si vous pensez défendre vos principes, vous ne faites souvent que réagir à ce que l'algorithme vous a appris à mépriser. Les leaders de masse, les stratèges et les politiciens le savent également. Sachant que l'indignation favorise l'unité, que la peur favorise la loyauté et que la fureur rassemble les gens, ils contrôlent le discours. Ils exacerbent la polarisation, car il est plus facile de maintenir l'intérêt public, la distraction et la prévisibilité dans un environnement divisé. Le fait que rien de tout cela ne semble dangereux est pourtant le plus dangereux. Cela semble instinctif. Vous riez d'un mème qui dénigre ceux qui ont des opinions différentes. Vous partagez une blague caustique sur l'opposition et vous fermez les yeux sur une injustice, car elle concernait eux et non nous. Cependant, il s'agit là d'adhésion plutôt que d'une simple opinion. Vous reproduisez les schémas de l'expérience de la caverne des voleurs, mais avec le Wi-Fi et les likes à la place. Aucun scientifique n'est présent pour vous observer pendant cette expérience. Les entreprises tirent profit de votre réactivité et certains dirigeants utilisent votre sentiment d'appartenance comme mécanisme de contrôle. Des institutions entières reposent sur votre incapacité à faire une pause et à réfléchir. Car si vous prenez le temps de réfléchir, vous pourriez découvrir que vous faites partie de quelque chose que vous n'avez pas choisi, que les concepts que vous défendez sont ceux que vous ne comprenez pas complètement, que vous éprouvez de la haine pour des personnes auxquelles vous n'avez jamais prêté beaucoup d'attention. L'univers est divisé entre le conscient et le contrôlé, entre le bien et le mal, comme nous aimons à le penser. Cependant, cette séparation est simpliste et fausse. Il est plus inconfortable de faire face à la réalité. En réalité, les méchants ne sont pas une menace. Elle vient des personnes honnêtes qui perdent leur identité. Tout le monde vous aime. Les individus qui soutiennent la liberté, l'empathie et la justice. Confrontés à la pression de leur père et aux besoins d'approbation, les gens qui aspirent à faire ce qui est juste commencent à compromettre leurs valeurs, à taire leurs préoccupations et à adopter des discours différents des leurs. Votre intégrité est mise à l'épreuve dans les moments de tension plutôt que dans les conversations, comme le démontre l'expérience de la grotte des voleurs, l'expérience de la prison de Stanford et tous les autres systèmes de contrôle social que nous rencontrons aujourd'hui. Lorsque tout le monde rit d'une chose qui vous fait honte, lorsque défendre ce qui est juste signifie se retrouver seul, ou lorsque votre groupe vous ordonne de faire quelque chose que vous savez être mal, si vous n'y prêtez pas attention, ce sont ces moments qui définissent qui vous êtes ou qui vous avez cessé d'être. Aujourd'hui, la polarisation n'est pas une menace pour la société. Ce ne sont pas les radicaux. L'ignorance n'est pas la réponse. Des millions de personnes bien intentionnées qui se rendent compte que quelque chose ne va pas, mais préfèrent ne pas s'exprimer, constituent le total silencieux. Ceux qui placent la dévotion au groupe au-dessus de leur propre morale. Ceux qui, alors qu'ils devraient s'opposer, gardent le silence. Ceux qui se disent « Ce n'est pas mon problème » et suivent la foule. Mais cet et cela a toujours été leur problème. Et ce ne sont pas seulement ceux qui crient qui font l'histoire, mais aussi ceux qui se taisent. Et même si vous n'en êtes pas conscient,
Vous faites déjà un choix. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas le choix. C'est une représentation du collectif.